tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre... Covid-19, la situation épidémiologique est toujours marquée par le nombre croissant des cas actifs, ce qui requiert plus de vigilance, surtout qu'une tendance haussière est observée chez les patients Covid-19 nécessitant des soins intensifs. Les services de réanimation ont d'ailleurs repris dans plusieurs CHU du Royaume pour prodiguer les soins nécessaires à ces patients. Nous suivrons 2 reportages à Casablanca et à Tanger. Ceci explique cela. L'augmentation des cas actifs est liée à un certain relâchement dans l'observation stricte des mesures barrières. Pendant cette période de post-confinement, les lieux publics sont ultra prisés. Certains de nos compatriotes y prennent malheureusement les mesures barrières à la légère. Masques délaissés ou mal portés, distanciation physique peu respectée. Nous braquerons nos caméras sur ces comportements. À suivre également dans ce journal les menaces qui guettent les espaces oisiens de la ville de Rachidia. La sécheresse et le manque d'entretien impactent négativement ces patrimoines culturels et économiques inestimables. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, sachez que professeur Azdin Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine de Rabat, est notre invité ce soir. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup, Charles. Merci. Covid-19, d'abord le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. Pendant ces dernières 24 heures, 181 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 395 rémissions, soit un taux de guérison de 86%. Le nombre des morts est passé pour sa part à 264, avec un nouveau décès malheureusement enregistré toujours pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité d'1,6%. Et comme nous venons de le suivre pendant le point de presse quotidien du ministère de tutelle, des nouveaux cas de contamination ne cessent globalement de s'additionner. Même tendance haussière chez les patients Covid-19 nécessitant des soins intensifs. Les services de réanimation ont d'ailleurs repris dans plusieurs CHU du Royaume, et cela pour prodiguer les soins nécessaires à ces patients. L'exemple nous vient tout de suite du CHU Ibn Rushd de Casablanca avec Sarah Katir et Mohamed Laroui. On regarde. Les chiffres de l'évolution du coronavirus tombent chaque jour comme des couperets, alors qu'ils étaient des plus encourageants au Maroc. Plus de cas contaminés par la Covid-19 dans presque toutes les régions du Royaume et un taux de létalité qui a rompu avec son trend baissier. Et les portes des services de réanimation qui réouvrent leurs portes aux malades atteints de la Covid-19. Telle cette dame qui a passé des moments pénibles avant d'être placée aux soins intensifs au CHU Ibn Rushd. J'ai chopé le virus qui m'a amené aux soins intensifs. Je me sentais fatiguée avec une difficulté à respirer et j'invite mes concitoyens à respecter toutes les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de ce virus. Pour l'instant, on a 4 cas critiques et qui risquent d'être aggravés. On a repris le travail, mais autant que réanimation. Avec des malades qui risquent d'être aggravés ou un petit peu plus. Aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir ces services qui n'ont pas été ouverts avant parce que les autres services étaient pleins. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de malades. Beaucoup de malades parce que les gens croient que Covid est fini. Covid est toujours là. Au contraire, il augmente, il se développe, etc. Et ceci grâce au comportement de la population. La population, j'ai l'impression qu'elle est inconsciente de la gravité de la situation. Moi, je leur dis, c'est grave. Corona est toujours là. Corona se développe. Corona tue. Nous avons tous les jours des décès. Tous les jours, nous avons des décès. Il faut absolument qu'on soit conscient de ça. Et ça n'atteint pas que les sujets âgés. Nous avons aussi des sujets jeunes. Ça tue aussi des sujets jeunes. Il faut qu'on le sache. Le virus ne doit pas être pris à la légère. Un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés de se relâcher face à la Covid-19. Si on ne fait rien, si chacun ne prend pas sa responsabilité, on va vers la catastrophe. Et tout ce qu'on a gagné jusque-là, tout ce qu'on a gagné, tous les efforts qui ont été faits, tous les efforts que l'État a fait pour justement circonscrire la pandémie, on est arrivé donc à gagner, on est arrivé à circonscrire la pandémie. Mais malheureusement aujourd'hui, avec le relâchement qu'on voit, on va bien évidemment arriver à une situation beaucoup plus grave et catastrophique. Il est donc nécessaire et judicieux de respecter toutes les mesures de précaution, telles la distanciation sociale, le port de masques de protection, le lavage constant des mains, ainsi que l'utilisation de l'application Wiqaitna.
Et pour analyser et commenter justement les chiffres clés relatifs à l'évolution de l'épidémie au Maroc, nous sommes avec professeur Aizdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Vous êtes également ex-professeur à l'université de New York. Professeur, bonsoir. Comme nous l'avons vu pendant le reportage, tout de suite, la question qui nous vient à l'esprit, pourquoi de plus en plus de cas actifs et pourquoi de plus en plus de cas nécessitant des soins intensifs particulièrement? Pourquoi? Voilà, donc merci pour l'invitation et donc ça fait plaisir de se retrouver dans ce studio donc qui est très mythique. Et donc je voudrais dire en fin de compte, c'est l'approche en fin de compte. Quand on est en face d'une épidémie ou d'une pandémie, l'approche est une approche non médicale, c'est le confinement. Il y a l'approche à la recherche d'une thérapie et puis après il y a la recherche d'une solution finale qui est le vaccin. Et donc le confinement, ce qui a permis au Maroc, c'est en fin de compte d'isoler et de protéger les gens qui sont en situation de comorbidité. Quand on parle de comorbidité, c'est des gens qui ont vraiment d'autres pathologies et on sait très très bien à travers les études qui ont été réalisées que des gens avec de l'obésité, du surpoids, une hypertension, les gens qui ont du diabète sont vraiment à très grand risque. Le déconfinement, qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Il a vraiment laissé pas mal de gens sortir. Je pense qu'il y a un petit relâchement, ce qui a entraîné plus ou moins que ces gens-là sont de plus en plus atteints, ce qui fait que le nombre a augmenté, c'est le déconfinement. La deuxième chose, c'est en fin de compte le nombre de tests, parce qu'il y a de plus en plus de tests, ce qui permet de révéler des positifs. La troisième chose, c'est en fin de compte cette population qui sont des gens qui sont vieux, en quelque sorte plus âgés, à côté des gens qui ont d'autres morbidités, sont de plus en plus touchés. Et même, il faut revenir et dire, même les gens qui sont jeunes, et on reviendra par la suite à discuter de ça, sont pas vraiment à l'abri. Absolument, absolument. Il faudra un de vigilance, pas de relâchement. Pas de relâchement du tout simplement. Je pourrais commencer par ça, avant d'aller vers, je pense qu'il y a un autre reportage, mais en fin de compte, nous, dans la situation, on avait un étudiant qui est chirurgien, résident, 28 ans, et donc normalement devrait confronter ce genre de à fleur de l'âge, une immunité, mais il a passé 3 jours, 3 nuits au niveau des soins intensifs. Alhamdoulilah, Mohamed Yassine est sorti, mais là, juste pour dire, parce qu'il y a des gens qui doutent encore, il faut dire les choses comme ils sont, qui doutent de la présence de ce virus. Mais là, on est en contact de ces gens, on les voit, et si on n'est pas conscient de la gravité, si le relâchement continue, peut-être on sera dans une situation plus sévère dans le futur. Donc c'est un message qui est aussi adressé à nos jeunes qui nous regardent ce soir pour redoubler de vigilance parce que personne n'est à l'abri, comme vous l'avez mentionné, professeur. Et d'autres questions, enfin une autre question qui s'impose aussi, est-ce que le virus aurait-il gagné en termes de virulence? Voilà, donc nous, ce qu'on avait fait, une étude à l'international, et on avait publié ça, c'est en fin de compte, on a regardé comment le virus est parti de Wuhan pour arriver dans plusieurs pays, 82 pays, on a regardé les mutations qu'il y en a. Donc il y a une mutation en particulier qui s'appelle la G614, c'est en fin de compte, c'est une mutation qui prend le dessus maintenant, le virus, tous les virus à travers le monde, plus de 2/3 maintenant ont cette mutation. Cette mutation a la possibilité de permettre en quelque sorte au virus, grâce à son spike, c'est-à-dire en épine, d'être plus infectieux, plus ou moins, d'avoir plus de virulence. Donc il y a plus de danger présent. Voilà. L'infection, peut-être ça ne s'introduit pas logiquement, systématiquement, en cas clinique plus sévère et de la mortalité, mais le virus a les outils maintenant d'infecter plus de personnes. Et peut-on dire que le virus, qui est toujours, rappelons-le, parmi nous et dont il faut se méfier, bien évidemment, est une nouvelle variante de ce qu'il était auparavant? Pour expliquer avec des mots simples à nos téléspectateurs. Voilà, pour des mots très très simples, le virus a été confiné comme nous. Parce que tout simplement, le virus, quand il est arrivé dans un pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé les barrières, les frontières, et on a gardé un verrouillage serré. Et maintenant qu'on va s'ouvrir, donc le virus va être en contact d'autres variétés, et il se peut que le virus va muter de plus en plus. Donc peut-être que le taux de variabilité du virus va augmenter, parce qu'il y aura un virus comme les humains qui sera déconfiné. C'est pour cela que, comme vous l'avez très très bien dit, je pense qu'il faut vraiment être très méticuleux à confronter ce type de virus. Il ne faut pas avoir de relâchement, parce que là, peut-être qu'on va revenir
À la case départ, malheureusement, ce que nous nous souhaitons. Et je ne voudrais pas revenir vous parler d'aplatir la courbe et la capacité laitière au niveau de tout ce qui est les soins intensifs, parce que là, ça serait très dommage de gâcher tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut être véritablement conscient que le combat contre le coronavirus n'est pas encore gagné. Ah, j'en doute on n'est pas sorti de l'auberge comme on le dit. Non, Professeur, je vous invite à rester avec nous. Nous allons tout de suite nous intéresser particulièrement à l'évolution de la situation dans la ville de Tanger. Et vous le savez, Tanger est parmi les villes où les chiffres relatifs aux nouveaux cas de contamination ne cessent d'augmenter malheureusement. Une situation qui a suscité une forte mobilisation pour une meilleure prise en charge des patients. Une mobilisation matérielle mais aussi humaine. Les détails tout de suite avec Mohamed Aïtchgan. Regardons. C'est ici que sont pris en charge les cas actifs. Un immense pavillon pour hommes, un autre pour femmes, une structure hospitalière aménagée au sein de la forêt diplomatique de Tanger. Objectif, désengorger les établissements de santé de la région et principalement ceux de la ville du Détroit. Cet hôpital de campagne a déjà accueilli plus de 1050 cas actifs et environ 500 patients sont rétablis au bout de 9 jours de traitement. Et c'est au niveau de cet hôpital que se reflète le plus l'évolution de la situation épidémiologique ces 2 dernières semaines. Les patients que nous recevons sont symptomatiques. À présent, nous recevons beaucoup de patients avec des signes de la maladie du Covid-19. Des signes de maladie, donc Cet hôpital de campagne permet d'absorber un grand nombre de cas et de permettre aux services de réanimation au niveau des hôpitaux de la région de ne pas être saturés, surtout que nous observons de plus en plus des cas critiques qui nécessitent la réanimation. Et justement, pour éviter une éventuelle saturation du système de santé, le ministère de tutelle renforce les moyens humains et matériels. Il y a l'équipement d'un nouveau pavillon du service de réanimation dont la capacité sera doublée de 14 à 28 lits en 24 heures, au plus tard en 48 heures. Et puis demain, des renforts seront dépêchés ici, une équipe médicale de 9 réanimateurs qui seront épaulés par 45 à 50 infirmiers. L'hôpital de campagne, forêt diplomatique de Tanger, mobilise des cadres médicaux et paramédicaux du ministère de la Santé, du Croissant Rouge marocain et du secteur privé. Et à présent, un retour à notre invité, professeur Azdine Ibrahimi. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat et que vous êtes également ex-professeur à l'université de New York. Professeur, nous venons de regarder un reportage où nous avons particulièrement mis l'accent sur le développement de la situation épidémiologique dans la ville de Tanger. Mais si l'on veut analyser de manière plus globale les chiffres au niveau national, y a-t-il de quoi s'inquiéter ? Ouais. Je suis de façon à être très optimiste souvent, mais cette fois-ci, je dois dire que il faut être beaucoup de précautions. Parce que les chiffres qu'on est en train de regarder, pour le moment, c'est ça la difficulté de les analyser. Parce que les chiffres qu'on regarde aujourd'hui, c'est en fin de compte le résultat de 14 jours auparavant. Et donc c'est pour cela, s'il y a un relâchement qui est maintenant à l'instant T, il faudra entendre 14 jours pour analyser cette situation. Analyser, pouvoir rattraper tout ce qui a été fait. Et donc c'est pour cela, moi je pense que le relâchement n'est pas bon, pour plusieurs raisons. Et je le rends à la dimension humaine, c'est tout simplement, même les gens qui pensent qu'ils sont immunisés contre le virus, ils ne le sont pas. Parce que si vous êtes vraiment infecté par le virus, on ne sait pas sur 2 ans, 3 ans, quelles sont les séquelles qui vont être là-dedans? Qu'est-ce que vous aurez comme répercussions? Et ça, c'est très grave. La deuxième chose, on ne sait pas si vous êtes infecté une deuxième fois. On ne sait pas ce qui va vous devenir, parce qu'il se peut que la deuxième infection, peut-être, sera plus grave et vous pourrez développer quelque chose de très grave. Des conséquences lourdes et fatales. Voilà, et je pense que la responsabilité, c'est un geste très obligatoire. Les 3 gestes dont on parle souvent, qui sont les gestes barrières, qui sont vraiment le masque, vraiment la distanciation, lavage fréquent des mains. lavage fréquent. Et tout ça, c'est des gestes
qu'il faudra vivre avec. C'est le nouveau normal. Il faudra l'accepter. Puisque le virus est toujours parmi nous, là. professeur. Et peut-être, il ne faut pas oublier, parce que peut-être que le Covid va partir, mais peut-être le Covid, c'est juste une indication de ce qui va arriver dans le futur. Je ne veux pas être pessimiste, mais il faudra se préparer. L'avenir, c'est le grand inconnu de l'équation. Voilà. Et donc, notre culture doit changer de telle manière à pouvoir chaque fois affronter ce genre de situation sanitaire. Donc, réadapter nos gestes avec de petites habitudes qui peuvent nous protéger, professeur. Absolument. Et personne n'est immunisé, ça c'est très important. Bien que l'on soit sportif, bien que l'on soit... Absolument, il faudra juste donner les images, ils sont là. Vous pouvez juste googler tout ça. Même au Maroc, on connaît des gens qui sont très très jeunes et ils ont passé des journées, des nuits au niveau des soins intensifs. Et le pire de ça, dans un futur proche, on ne sait pas que ces séquelles, qu'est-ce qu'ils vont rendre. Le deuxième point qui est très très intéressant, je pense que pas mal de gens vont penser qu'il y aura une immunité permanente. Jusqu'à présent, toutes les études qui ont été réalisées montrent que vraiment, on a une immunité qui ne dépasse pas 3 mois, 4 mois. Et donc là, si on a un virus qui va revenir chaque an, il faudra vraiment se préparer avec ces gestes. Donc il faudra un changement de culture pour affronter tout ça. C'est des gestes très très simples, mais vraiment... ça vous sauve, en quelque sorte. Il faut rappeler aussi qu'on a tous des grands-parents, des parents qui sont âgés. Et si vous êtes infecté... Les enfants aussi. Voilà. Même si vous n'avez pas de problème de santé vous-même, il risquerait que vous allez plus ou moins ramener le virus à quelqu'un qui est dans une situation un petit peu délicate du point de vue sanitaire. Et vous allez lui coûter la vie. Donc le faire pour soi-même et pour les autres aussi. Les autres, absolument. Professeur, est-ce qu'il y aurait aussi des liens entre le développement de la conjoncture au niveau mondial et l'évolution de la situation chez nous au niveau national? Est-ce qu'il y aurait des liens à établir? Voilà, je dirais que je suis optimiste parce que quand je regarde la situation un petit peu, ce qui arrive aux États-Unis, au Brésil ou en Inde, c'est, disons-le, catastrophique. Et là, je pose le problème dans sa dimension internationale. Ça me déçoit parce que si le monde n'arrive pas à confronter un virus de type Covid, qui est vraiment un virus moyen, la situation serait plus délicate si on est confronté à quelque chose de plus dur et plus difficile et plus compliqué avec un virus qui est plus mortel, un virus plus ou moins infectieux. C'est pour cela qu'il faudra vraiment prendre précaution. Mais je pense à la situation de Maroc, parce qu'on compare nos décès, on compare les infectés. Et les plutôt maîtrisés. Et voilà, maîtrisés, comparé aux États-Unis. Il faut juste se rappeler qu'aux États-Unis, on est maintenant à peu près à 80 000 infectés par jour. Ce qui est énormissime. Énorme. Et là, je voudrais juste donner les gens, ils peuvent regarder la carte, et c'est très impressionnant. Vous avez le Canada en haut, où ils respectent vraiment les gestes barrières, et c'est un petit peu vert, et de l'autre côté, tout rouge aux États-Unis. Nous avons quelques contraintes par rapport au temps, professeur. Merci pour cet éclairage et pour ces conseils, professeur. Merci beaucoup. Merci. Nous en parlions justement avec notre invité. L'évolution de la courbe des contaminations nous appelle à redoubler de vigilance. Nous le dirons jamais assez, car toute négligence des mesures barrières pourrait générer de lourdes conséquences. Les mises en garde contre le relâchement de prudence se fusent d'ailleurs de partout. Et pourtant, dans les lieux publics, plusieurs gestes irresponsables sont quotidiennement observés. À Casablanca, le reportage est signé à Achor Ben Saoud sur un commentaire de Zakaria Mokelbile. Chaque jour, des groupes d'estivants investissent la plage d'Ain Diab en quête de fraîcheur en ces temps de canicule. Mais ce qui frappe de prime abord, c'est un certain relâchement dans le respect des mesures préventives. Des visiteurs déambulent sans masque de protection, d'autres sans respecter la distanciation sociale. Pour beaucoup, le retour à la normale s'accompagne parfois d'un abandon des gestes barrières. Au début, les gens respectaient les précautions anti-Covid. Actuellement, on observe un relâchement chez la plupart. Quand on ne prend pas ces précautions, on risque de porter préjudice à soi-même et aux autres. Ces attitudes irresponsables sont intolérables. Cela ne fera qu'aggraver la situation. On doit rester solidaire pour lutter contre le Covid-19. La sensibilisation à l'importance des gestes barrières est toujours d'actualité. Le port du masque de protection dans les lieux publics est un frein à la contamination par le virus, une nécessité pour se protéger. C'est une responsabilité aussi bien individuelle que collective. Si je ne porte pas le masque de protection, je serai responsable en cas de préjudice. On est sorti aujourd'hui pour changer de routine. Je porte le masque et mes enfants aussi. Nous faisons le nécessaire pour éviter la contamination. Dans un contexte marqué par la progression du nombre de cas positifs, l'heure est à la vigilance.
Sans transition, la canicule menace gravement les espaces oasiens du sud-est du royaume, des lieux qui racontent mille et une histoires. Ils regorgent aussi et surtout d'une exceptionnelle richesse en termes de biodiversité, une richesse qui demeure à la merci des aléas du climat. Et pour lutter justement contre la dégradation de ces espaces, il est crucial de les protéger contre les feux ravageurs. Voyons comment dans ce reportage réalisé à Rachidia par Leila Asli sur un commentaire de Nissali El-Hamdaoui. Ces images démontrent les pertes essuyées par les agriculteurs de Douart Daout dans les environs d'Erachidia. Les flammes ont eu raison de nombreux palmiers. Les producteurs de dattes se désolent car l'incendie aurait pu être évité. Cette zone avait pris feu il y a une semaine. 3 hectares sont partis en fumée. À l'origine de cet incendie, le manque de désherbage. Les gens ne prennent pas la peine de nettoyer leurs champs des mauvaises herbes. La présence de mauvaises herbes et des pousses de roseaux cause souvent ce genre de catastrophe. Il y a un peu plus d'une année, une autre oasis de la région avait subi le même sort. Fort heureusement, certains palmiers se sont remis de cet épisode d'incendie. Ils ont déjà commencé à donner leurs fruits. D'autres moins résistants ont été remplacés par d'autres plants de palmiers dans le cadre d'un programme de réhabilitation des oasis. À peu près 4000 nids à mauvaises herbes ont été éliminés. 2400 plants de palmiers ont été utilisés pour remplacer les anciens. Ces petits palmiers ont été irrigués suite au lâcher d'eau du barrage Hassan Dakhil. Mejol et Boukous sont les principales variétés replantées dans cette région. Le secteur du palmier dattier contribue à hauteur de plus de 60% aux revenus de plus d'1 million de personnes dans la région de Drat Filalt. C'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.